Je passe la présidence au professeur Khallafi, chef de service de pneumologie de CHU Ibn Messous et secrétaire général de la Société algérienne de pneumologie. Professeur Khallafi, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, sans plus tarder, j'appelle le docteur Chahed pour nous présenter particularités de l'asthme et de la rhinite allergique chez les sujets âgés. Obèses, pardon. Les obèses, ils sont souvent plus ou moins âgés. Hein. À vous la parole, docteur Chahed. Merci, Madame la Présidente, chers modérateurs, chers maîtres, chers collègues. C'est un jour historique pour nous. Nous avons bataillé pour avoir cet appel. Donc, je remercie tous ceux qui ont fait un sacré travail pour que l'appel soit aujourd'hui né, nourrissant ou petit bébé, mais j'espère qu'elle aura un bel avenir et qu'elle saura tirer la pneumologie algérienne vers le haut avec toutes les parties vives de la pneumologie, bien entendu. Donc, on m'a chargé de vous parler de l'asthme et l'obésité de la rhinite. Je vais rapidement clore le sujet de la rhinite. Il n'y a pas beaucoup de publications concernant rhinite et obésité. Le peu de choses que j'ai trouvées, c'est que la fréquence de la rhinite était augmentée chez l'obèse et même la sévérité de la rhinite aussi était plus importante que les sujets sans surpoids. Les études se sont surtout axées sur l'asthme et l'obésité et vous allez voir que dorénavant, il faudra composer dans ce phénotype, avec ce phénotype, asthme et obésité. Je remercie mon ami Adlan parce qu'il m'a facilité la tâche sur le plan épidémiologique. Donc, que ça soit chez l'enfant ou chez l'adulte, c'est devenu une épidémie, l'obésité, à tel point que l'OMS tire la sonnette d'alarme et vous avez vu plus de 700 millions d'obèses, plus de 2 milliards de sujets en surpoids. Donc, c'est devenu vraiment quelque chose d'inquiétant. Qu'en est-il pour l'asthme? Si on prend les deux affections, a priori, on peut dire que c'est deux affections distinctes. C'est vrai, l'asthme, avant, on disait en une entité unique. Mais avec l'étude de cluster, on s'est aperçu que l'asthme est une maladie hétérogène composée de plusieurs phénotypes. L'obèse, le TH2, éosinophilique, non éosinophilique, non TH2, d'accord? Donc, l'asthme est une maladie multifactorielle, hétérogène, et le phénotype asthme-obésité est une réalité que l'on voit sur le terrain tous les jours. Donc, les chiffres sont unanimes, que ça soit chez l'enfant ou chez l'adulte. Je vous montre toutes ces études faites par d'experts en pédiatrie avec le lien qui semble favoriser la survenue d'asthme. C'est-à-dire, vous allez voir que ça soit chez l'enfant ou l'adulte, l'obésité favorise la survenue de l'asthme par des mécanismes complexes qu'on va aborder dans le chapitre physiopathologie. Et là, c'est une étude de Childre, un pneumopédiatre, qui montre bien ce risque relatif de développer un asthme chez l'enfant. Chez l'adulte, c'est clair aussi, avec une prédominance féminine. Donc, chez l'adulte, la femme obèse a plus de risques de développer un asthme que chez l'homme. La physiopathologie de l'asthme de l'obèse est multifactorielle, avec beaucoup de zones d'ombre. Le premier volet de cette physiopathologie, notre ami Adlan l'a bien montré, c'est la mécanique ventilatoire qui est bousculée, qui est dérangée, parce que l'obèse va respirer avec un faible volume courant, ce qui va entraîner une fermeture
des petites voies aériennes avec des défects de la ventilation. L'infiltration graisseuse va diminuer l'élasticité pulmonaire et la graisse abdominale va empiéter en quelque sorte sur la mécanique ventilatoire. Deuxième point, la génétique. On a vu les obèses qui ont des facteurs génétiques qui exposent à l'asthme et les obèses qui n'ont pas de facteurs génétiques, c'est différent. Ensuite, le mode de vie avec l'alimentation riche en soda et en acides gras saturés est aussi un facteur favorisant. Les comorbidités, il faudra les rechercher systématiquement. Reflux gastro-œsophagien, syndrome obstructif d'apnée du sommeil. Il y a aussi le syndrome métabolique. Ensuite, ce qui arrive, c'est que la masse graisseuse est loin d'être inerte. C'est quelque chose de vivant parce que ce tissu adipeux va attirer les macrophages, notamment M1 pro-inflammatoires, lesquels vont synthétiser des cytokines pro-inflammatoires, le TNF-alpha, l'interleukine 6, l'interleukine 17, autant de facteurs pro-inflammatoires qui entraînent quoi? L'afflux de neutrophils au niveau du bronchique, et c'est comme ça qu'il y a une commutation éosinophilique neutrophilique. C'est pour cette raison que vous allez voir dans votre pratique que l'asthme de l'obèse répond moins bien aux corticoïdes parce qu'il a une composante plus neutrophilique qu'éosinophilique. Mais ce n'est pas mathématique. Vous pouvez avoir des malades qui vont bien répondre. D'ailleurs, dans les recommandations, il n'y a pas de recommandation GINA spéciale de l'obèse. L'asthmatique obèse doit être traité de la même façon que le sujet non obèse, asthmatique, bien entendu. Et ensuite, le tissu adipeux va sécréter de l'adipocyte, de la leptine, de l'adinopectine, et ce sont également des médiateurs, des cytokines pro-inflammatoires qui vont encore aggraver cette inflammation TH1, alors que rappelez-vous souvent l'asthme, c'est l'inflammation TH2. Donc, autant de facteurs vont concourir à une physiopathologie particulière de l'asthme de l'obèse. Voici un petit peu ce qui se passe avec toute cette chaîne de cytokines, entre autres la leptine qui augmente, le TNF-alpha, l'interleukine 6, l'adinopectine qui est protectrice qui diminue, et tout cela va entraîner beaucoup de neutrophiles, et bien entendu, cette inflammation va être résistante aux corticoïdes inhalés. Première question qu'on se pose, est-ce qu'il y a des difficultés diagnostiques chez l'obèse pour l'asthme? Mon ami Adelaine, que je remercie puisqu'il m'a déroulé tapis rouge. L'HRB, l'hyperréactivité bronchique, qui est une composante importante de l'asthme, maladie inflammatoire multifactorielle, où existe une HRB, une hyperactivité bronchique, avec des symptômes cliniques qui sont variables en intensité et en durée, et un trouble ventilatoire obstructif réversible. Mais cette HRB n'est pas pathognomonique de l'asthme. 20% de la population ont une hyperréactivité bronchique sans asthme. Et beaucoup d'obèses ont de l'HRB sans l'asthme. Qu'est-ce qui se passe? On a un obèse qui est essoufflé. On peut, à tort, poser le diagnostic d'asthme. Ça entraîne un surdiagnostic. On peut également sous-diagnostiquer si on se dit c'est un obèse, il souffre, il peut tousser, il peut siffler, donc on sous-diagnostique. Donc, les moyens diagnostiques de l'asthme ne diffèrent pas chez l'obèse. C'est-à-dire, on doit décortiquer nos définitions, symptômes respiratoires évocateurs, dyspnée, sifflement, gêne respiratoire, toux, sèche, matinale ou enfin de nuit. D'accord?
Et ensuite, n'hésitez pas à faire les explorations fonctionnelles respiratoires. Par contre, le test à la méthacholine doit être interprété avec parcimonie. Pourquoi? Parce qu'on peut à tort avoir un test à la méthacholine positif sans que ça soit un asthmatique. Donc, le contexte est toujours primordial. C'est la même chose pour le NO exhalé. Vous m'avez compris, on ne le fait pas chez nous, mais il faut le savoir que le NO exhalé reflète l'inflammation eosinophilique. Mais chez l'obèse, nous avons plutôt une inflammation neutrophilique. Donc, on peut à tort avoir un NO exhalé bas alors qu'il s'agit d'un asthme particulier. On ne cessera de le répéter. Quand vous avez un asthme non contrôlé, la première des choses, c'est de vérifier l'observance et la technique d'inhalation. Parce que la majorité des asthmes ne sont pas contrôlés, parce qu'ils ne prennent pas leur traitement, parce qu'ils prennent mal leur traitement. Ensuite, je me pose, est-ce que je suis bien dans une situation d'asthme? Les diagnostics différentiels. Je ne vais pas m'étaler à ce sujet. Tout ce qui siffle n'est pas de l'asthme, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte. Et enfin, après avoir passé en revue ça, on doit rechercher les comorbidités. Et désormais, l'obésité est une comorbidité. Il faut faire avec. D'accord? En plus des autres, polypose, rhinite, d'accord? Et plus que ça, certaines comorbidités comme le syndrome d'apnée du sommeil, qui peut s'associer dans ce contexte d'obésité. Syndrome obésité, hypoventilation, attention. D'accord? En fait, il faut retenir deux phénotypes inflammatoires de l'asthme chez l'obèse. Un phénotype de l'enfant de moins de 12 ans qui reste éosinophilique, mais c'est un enfant qui va voir son asthme préexistant s'aggraver après une prise pondérale. Il demeure un traitement qui répond bien aux corticoïdes d'inhalés en augmentant peut-être les doses. Deuxième profil, c'est celui dont je vous parlais en épidémiologie, c'est souvent la femme après 45 ans, ménopausée, d'accord? Il n'y a pas d'atopie familiale. Ça, c'est surtout le phénotype neutrophilique, d'accord? Mais attention, ce n'est pas mathématique. Il peut y avoir des éosinophiles, donc ne dites pas que je ne traite pas. Non, il faut traiter avec les recommandations, d'accord? Maintenant, quelles sont les caractéristiques de l'asthme de l'obèse? Les études sont claires que l'asthme de l'obèse a plus de symptômes que l'asthme du sujet non obèse. L'asthmatique obèse prend plus de traitements de secours. L'asthme de l'obèse entraîne une consommation accrue de corticoïdes par voie orale. Et on se voit dans un cercle vicieux de corticoïdes au long cours qui aggrave l'obésité. D'accord? L'asthme de l'obèse, c'est des sujets qui font beaucoup d'exacerbations et qui peuvent aller à l'hôpital. C'est des sujets qui peuvent être hospitalisés par rapport à la gravité de l'exacerbation. Et malheureusement, comme on l'a bien dit, le fait de dire ne mange pas, non, ça ne donne pas beaucoup de résultats. D'accord? Donc, il faut aller à quelque chose de plus impactant, à quelque chose qui a un impact meilleur. Et l'étude est claire, en 2020, 86% des obèses restent obèses, malgré la gravité. Donc, l'asthme de l'obèse n'est pas contrôlé. On peut avoir même des corticorésistances, c'est par rapport à la neutrophilie, d'accord? On avait mis beaucoup d'espoir sur les antileucotriennes, mais les résultats ne sont pas probants. Donc, retenez que l'asthme de l'obèse a une moindre sensibilité aux corticoïdes inhalés. Avec les biothérapies, nous avons la chance d'avoir l'omalizumab. Il ne faut pas exclure de facto le patient obèse. Dire que c'est un neutrophilique. On a eu des réponses chez des patients obèses. Donc, c'est du cas par cas. C'est vrai que nous avons des indications bien claires avec l'omalizumab
chez les sujets allergiques avec des taux d'IgE élevés, extension d'AMM vers la polypose naso-sinusienne. Mais ce patient obèse, on doit, après avoir bien évalué, traité convenablement, lui donner sa chance avec cette biothérapie, surtout quand il a une qualité de vie très altérée, une consommation accrue de corticoïdes et un recours fréquent aux urgences. Pour les autres biothérapies, notamment les anti-IL-5, ça dépend des cohortes. Pour l'anti-IL-5 récepteur, le benralizumab, les résultats ne sont pas probants. Beaucoup de chance est mise pour les anti-TSLP, c'est la nouvelle biothérapie. Il semblerait que ça agisse sur les high TH2 et les low TH2. On l'espère bien pour cette catégorie de patients. Nous arrivons au message clé de cette communication. Une perte pondérale de 5 à 10% amène un meilleur contrôle. Je l'ai constaté avec des patients. J'étais sidéré quand j'avais vu un patient qui avait un asthme mal contrôlé. Au bout de 2 mois, il a perdu 10 kilos. Ce n'était plus la même personne. D'accord? Donc, nous insistons sur tous les moyens pour baisser le poids. En commençant par le régime. L'exercice, ça va ensemble. La chirurgie bariatrique, ce n'est pas la panacée, c'est un traitement lourd et l'HAS a donné des indications claires. Après avoir essayé le traitement de fond convenable, un exercice, un régime, un BMI supérieur à 40 pour pouvoir indiquer la chirurgie bariatrique et mettre le patient entre des mains expertes. Parce que la chirurgie bariatrique, c'est quoi? Il y a 4 types de chirurgie bariatrique. Il y a l'anogastrique, il y a le bypass, c'est-à-dire court-circuit en anglais. On fait un petit estomac et on chante vers le jéjunum. C'est pas quelque chose de banal. D'accord? Il y a le shunt biliopancréatique, il y a chose qu'on ne fait plus actuellement, du moins, la gastroplastie longitudinale. On fait une gastrectomie très importante, très invalidante. Et comme l'a dit mon ami Adlan, si le régime n'est pas respecté, ça revient au même. Donc, ce n'est pas la panacée, c'est quelque chose qui doit être réfléchi avant d'être indiqué. Je reviens à la question du professeur Khallafi. Dans les pays qui se développent, le réentraînement à l'effort est quelque chose de primordial dans la prise en charge de l'asthmatique obèse et les résultats sont probants, montrant bien une diminution nette du poids et amélioration de l'asthme. Les travaux algériens, oui, il y a eu la thèse du professeur Omar Shabati, qui a bien montré des résultats qui corroborent avec les enquêtes internationales où on a réellement une amélioration du contrôle de l'asthme quand on a réduction du poids et que c'était des asthmes sévères, c'était des asthmes très particuliers. Il y a aussi du travail du professeur Bougrida qui a montré que 68% des patients obèses sont mal contrôlés. Il y a eu des études tunisiennes, nos voisins également, ont bien montré que l'asthme de l'obèse est un asthme particulier, c'est un phénotype à identifier. Donc, message clair, pesez vos malades asthmatiques parce que le BMI peut être vraiment quelque chose d'important à rechercher, en plus des comorbidités, syndrome d'apnée du sommeil, syndrome obésité, hypoventilation. Quels sont les messages clés? Retenez que l'obésité augmente le risque de développer un asthme. 1. 2. L'asthme de l'obèse est souvent plus sévère et moins bien contrôlé que l'asthme du sujet non obèse. Il y a 2 phénotypes.
le phénotype du jeune avant 12 ans, de l'enfant qui reste quand même éosinophilique, avec une pression thérapeutique qu'on arrive à contrôler, mais celui de la femme âgée, on l'a connu depuis qu'on était étudiant, l'asthme de la ménopause obèse était souvent un asthme difficile à contrôler. Il est plutôt non TH2, plutôt neutrophilique, sans que ça soit une affirmation claire à 100%. Il y a toujours des choses à voir. Mais surtout, si vous voulez améliorer votre patient, il faudra insister sur le régime, l'exercice, parce qu'une perte de 5 à 10% du poids permet un meilleur contrôle de l'asthme. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, docteur Chahed, pour la clarté de votre présentation. On va prendre 3 questions à la suite de cette magnifique présentation très, très claire. Oui. Oui. Micro. Excellente présentation. Micro, s'il vous plaît. Merci. Je vous remercie pour votre présentation de qualité. Moi, ce qui me taraude l'esprit, c'est comment peut-on perdre 10 kilos en 2 mois? Quelle a été la procédure? Comment a fait votre patient pour perdre 10 kilos en 2 mois? Sachant qu'il est très, très difficile. Oui, c'est pas facile. Je ne sais pas si j'ai été impactant ou percutant, lui disant que les nouvelles études montrent qu'une perte de poids, parce qu'il pesait plus de 100 kilos, il dit une perte de 5 à 10% de ton poids va changer ta vie. Il a été abasourdi, il est sorti sans rien dire, et quand il est revenu, sa femme aussi était un acteur important dans ça, parce qu'il a su comment gérer les entrées, hein. Et je pense que c'est par rapport à ça, mais il n'y a pas eu de truc miracle. Il s'est mis à marcher, parce que je conseille aussi, si vous ne pouvez pas faire du sport, marchez au moins 30 minutes, accélérer tous les jours, et ça donne de bons résultats. Et je te dis sincèrement que j'ai diminué la charge thérapeutique. Il rigole. Merci pour ta question. Oui, professeur Souilar, ensuite docteur Kishid. Allez-y. Professeur Souilar. Oui, bonjour à tout le monde. Merci, docteur Chahed, pour la présentation. Ma question concerne les 2 profils, les sous-phénotypes. Comment on pourrait expliquer la différence entre celui de l'enfant, c'est-à-dire pourquoi cette différence sur le plan physiopathologique, elle est expliquée par quoi? Est-ce que c'est une évolution temporelle dans le profil et le mécanisme inflammatoire, ou est-ce que peut-être il y a un autre facteur qui s'est surajouté chez la femme, notamment le facteur hormonal? Tout à fait. On sait bien que le facteur hormonal… Excellent. On sait tous que chez l'enfant, la composante allergique est majeure, d'accord? Et dans l'inflammation allergique, c'est le phénotype TH2, les immunoglobulines, les plasmocytes, les IgE, les mastophytes, les basophiles, la dégranulation, les cytokines, d'accord? En fait, le poids ne vient pas altérer ce mécanisme. Par contre, chez la femme notamment, après la ménopause, il y a sûrement une intrication de phénomènes inflammatoires, de phénomènes hormonaux, d'accord, avec les progestatifs, les œstrogènes, qui viennent un petit peu contrebalancer cette balance TH2 vers TH1. Mais des zones obscures demeurent dans cette physiopathologie. Donc, c'est la seule explication. Et on a remarqué chez les enfants obèses, quand on augmente un peu la charge de corticoïdes ou on associe un LABA, on arrive quand même à maîtriser. Mais vous avez remarqué que chez ces femmes obèses, ménopausées, on traite avec tous les médicaments, on n'arrive pas à avoir un contrôle et il y a des corticothérapies à répéter qui aggravent encore l'ostéoporose. Merci pour votre question. Docteur Kishida, oui, vous avez une question, oui. Je te remercie, docteur Chahed, pour cette excellente présentation. Ma question, quel est le profil fonctionnel ventilatoire d'un asthmatique obèse? Si on trouve des publications sur le
qui étudie s'il y a, qui étudie le profil fonctionnel ventilatoire. Et ma deuxième question, si tu as trouvé des publications sur l'asthmatique cortico-dépendant avec l'obésité cortisonique bifalonique. L'obésité? Due aux corticoïdes. Ah, très bien, Ouais. bien sûr. Donc, le profil fonctionnel, bien entendu, on a dit classiquement c'est un asthme sévère. Donc, souvent, on trouve un trouble ventilatoire obstructif qui demeure réversible quand même sous bêta-2 qui définit l'asthme. Mais dans les asthmes sévères, corticodépendants, évolués, vous pouvez avoir un trouble ventilatoire presque fixé. D'accord? Ensuite, là où on peut trouver un petit peu de confusion, c'est dans les obésités morbides. Là, il faut rechercher la restriction. D'où l'intérêt d'une plétismographie. Parce que si tu fais une spirométrie et que tu as ta capacité vitale diminuée, ton indice de Tifno diminué, tu ne sais pas ce patient, est-ce qu'il fait une obstruction avec un piégeage et une distension ou un syndrome, un trouble ventilatoire mixte. D'accord? Donc, dans l'obésité morbide, il est souhaitable de faire une plétismo, déjà pour rechercher cette restriction, qui peut aller jusqu'à 15% des patients, et retrouver là une diminution de la capacité pulmonaire totale, et rechercher bien sûr l'obstruction. Mais le profil spirométrique du sujet obèse ne diffère pas beaucoup de celui du sujet asthmatique non obèse. Deuxième question, pour la corticodépendance, oui, on est dans un cercle vicieux, je l'ai dit. Il n'est pas contrôlé, je mets une charge thérapeutique, il revient, il est en exacerbation, il étouffe, il désature, je suis obligé de mettre des corticoïdes. Et ensuite, la corticothérapie va aggraver cette obésité. Donc, le seul moyen de casser ce cercle vicieux, c'est de revenir en arrière, contrôler l'observance, la technique d'inhalation, l'environnement du patient. Alors, s'il est tabagique, ça aggrave encore les choses. Et j'insiste sur la baisse de poids. C'est ça qui va, en quelque sorte, extirper ce patient de ce cercle infernal obésité corticothérapie. Voilà. Alors, dernière question, docteur Merlissino. D'accord. Je vais laisser le temps. Pas de questions Ok, très difficiles, bien. hein, s'il Non, te non, plaît. il y a une question. OK. Je vais la poser? Oui. Mais Bon. question courte, Ok. réponse courte. Ok. Donc, on a compris. Chez l'obèse asthmatique, ça peut siffler et ne pas être de l'asthme. Oui. Il y a de l'hyperréactivité bronchique et ça peut ne pas être de l'asthme. La plupart du temps, on a tendance à donner un traitement d'épreuve. Qu'en est-il? Est-ce qu'on doit garder en tête ces atelectasies des bases pulmonaires qui sont mécaniques et qui peuvent avoir des répercussions sur le plan symptômes respiratoires? Doit-on les rechercher quand on a un doute? Doit-on faire un TDM thoracique? Et comment est-ce que les techniques de kinésithérapie, est-ce qu'on peut conseiller à nos patients des techniques de kinésithérapie pour permettre une participation des bases du poumon plus efficace? Très bien, merci. Question compliquée. Je Réponse m'attendais. courte. Bien, dans le bilan de l'asthme, oui, Réponse j'ai courte. encore, oui. Réponse Dans le courte. bilan de l'asthme sévère, il faut faire une TDR. Message clair. Téléthorax dans le bilan de l'asthme habituel, mais si vous êtes en face d'un asthme, vous avez bien traité, vous êtes sûr qu'il prend son traitement, vous faites une TDM. Vous serez surprise, effectivement. Mais la kiné ne peut pas intervenir parce que c'est pas bronchique. C'est en fait des petits troubles de la ventilation. Si c'était maintenant un encombrement, on aurait fait, mais là, ça n'intervient pas. D'accord? La solution, c'est de perdre du poids. Merci, docteur. Merci Chahed. beaucoup. Juste, j'ajoute une petite phrase. C'est que il faut savoir que l'asthme, c'est une maladie hétérogène. Quand on est obèse, on peut être hypériosinophilique, on peut avoir être cortico-sensible. Et puis, je tiens particulièrement à remercier les gens ici, nos collègues qui nous ont envoyé les patients on a eu des patients obèses qu'on avait mis sous omalizumab et qui ont bien évolué justement parce qu'ils ont présenté ce type
de phénotypes intriqués. Et Donc, je ils étaient témoigne eosinophiliques. de ma gratitude. Merci pour l'accueil. Les malades sont satisfaits. Voilà. Et Merci. j'ai des réponses extraordinaires. La dernière en date, c'est ma polypose jeune qui a été révolutionnée par ce Merci. traitement. Merci beaucoup. Merci.